Il y a plein de gens qui nous ont dit, vous allez voir, quand elles vont partir, vous allez en chier. On a eu droit au syndrome du nid vide. Tu vois, ce fameux syndrome où tu déprimes parce que tes enfants sont plus là. Moi, en fait, je suis super heureuse pour elles de savoir qu'elles ont toutes les armes pour faire leur vie. Et du coup, en étant soulagée en tant que parent, derrière, on est vraiment cool ensemble. Et on a plein de choses à faire tous les deux. Enfin, tu vois, nos filles, parfois, elles apprennent en story où je suis. Attends, mais maman, tu fais quoi? Ah oui, écoute, je fais ça, mais est-ce que toi, tu me dis ce que t'as mangé ce midi? Non. Bon, voilà, moi, c'est pareil, tu vois. J'ai une vraie vie de femme, et mon mari, pareil. Et du coup, elle se marre en nous disant « Mais vous, on saura jamais où vous serez. » Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est en gros, mais je crois que ça se prête moins à l'argent. Oui. Toutes les choses qu'on va dire là ensemble, en fait, t'as le final cut. Oui, mais en fait, j'ai pas besoin. Ok. Vraiment, j'ai pas besoin que tu me renvoies un épisode ou je sais pas quoi. Ce qui est dit est dit. Enfin, tu vois, sinon je serais pas là en fait. Mm-hmm. Si j'étais dans la crainte de ce qui peut être diffusé ou... Non. Ok. Ouais. Donc tu go. lâches les vannes. Je lâche tout. Non mais vraiment, enfin, tu vois, ça m'intéresserait pas si j'étais dans la retenue ou dans le... De toute façon, je peux l'enlever ou... Non, c'est franchise. Ok. Si je sais pas, je sais pas. Si je sais, je te dis. Si j'ai envie de garder un truc sous silence, je le garde, enfin, tu vois. C'est très rare que j'enregistre ce moment et là, je suis en train de l'enregistrer, tu vois, mais je crois qu'on va le garder de ce fait-là. Eh ben, avec joie. On est donc avec Frédéric. Bonjour. Salut Frédéric. Frédéric, tu as fait un épisode d'Histoire d'argent qui soit est déjà diffusé, soit pas encore. Je ne le sais pas parce que mon planning est un peu chaotique, le planning de l'été. Mais si jamais l'épisode d'Histoire d'argent de Frédéric est sorti, vous le retrouverez dans les liens de cet épisode. Et s'il ne l'est pas, il n'est pas encore. En revanche, s'il l'est, je le mettrai à jour. Franchement, parce que je suis au top. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir partagé tout ce que tu as eu à partager sur ta vie d'artiste entrepreneur qui a décidé de prendre en main son rapport à l'argent. Mais tu m'avais aussi dit, maintenant que tu fais Histoire de Daronne, j'aimerais bien venir raconter mon histoire de daronne, surtout que je ne connaissais pas ton histoire de daronne et tu en as distillé quelques trucs là comme ça pendant l'interview d'Histoire d'argent. Je me suis dit, ok, c'est un délire. Allons-y. Frédéric, tu as 42 ans aujourd'hui. Oui. L'un des trucs que j'ai capté aussi, c'est que tu es avec ton mari depuis 25 ans. Yes. Donc, high school lover total. Total. Ça part, voilà. Et que vous avez décidé, alors là, je spoil de ouf, de faire des enfants entre tes 19 et tes 23 À 23 ans, j'avais les 3. 21, 22, 23. What the fuck? Avril, mai, juin. 2001, 2002, 2003. On suit, nous. Ok, donc ça fait littéralement 13 mois entre chaque enfant? Non, ça fait 6 jours, 1 an et 6 jours entre les deux premières. Elles sont nées dans la même semaine. Ouais. Enfin, tu vois, voilà. Et 1 an, 13 mois entre la deuxième et c'était voulu. J'insiste sur le fait que c'était profondément voulu. C'était pas ce que j'avais entendu les sages-femmes dire. C'était un aller-retour. Je trouvais ça très sympa. Okay. Des femmes qui retombent enceintes faute de contraception. Ah non, là c'était ultra voulu. En fait, on voulait des enfants rapprochés et en plus elles sont nées prématurées, donc elles se sont auto-rapprochées elles-mêmes. Waouh. Ouais. Fallait pas perdre de temps. J'ai l'impression que Fred, quand elle avait genre 20 piges, c'était pas pour rire. On va en parler. Yes. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir comment t'as voulu devenir maman. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir maman?
Eh ben, je vais te dire, ce qui m'a donné envie de devenir maman à la base, c'est mon neveu qui m'a donné envie de ne pas devenir maman. Parce que j'ai été tata, j'ai 4 grandes sœurs qui ont 7, 8, 11 et 12 ans de plus que moi. Okay. Et qui donc ont été maman avant moi, par la force de l'âge, on va dire. Et je me suis retrouvée tata à 16 ans d'un petit garçon odieux, capricieux, relou, chiant, vraiment l'horreur. Et je le gardais assez souvent. Et une fois dans la rue, il tapait un scandale par terre. Et là, il y a une dame qui passe qui me dit « Faut tenir votre fils ». Et là, je me retourne en disant « C'est pas mon fils, hein ». Et ce petit con qui commence à crier « Maman !» Ok, voilà. Le piège exact. s'est refermé sur toi. Et là, je me suis dit « J'aurai jamais d'enfant. J'aurai jamais d'enfant. C'est hors de question, c'est pas possible, c'est ingérable, les gosses. C'est pas pour moi. » Et en même temps, il y avait une autre voix qui disait peut-être que lui, il est comme ça, mais en fait, il y a plein d'autres enfants ultra cool. Et bien sûr que tu vas avoir des enfants parce que tu veux des enfants. Donc voilà, et le fait de rencontrer mon mari jeune, j'avais 17 ans, on savait pas qu'on allait rester ensemble toute notre vie. Enfin, du moins jusqu'à maintenant. Hein. On ne sait jamais de quoi demain est fait, je suis ouverte à tout. Bref. Oui. Et toujours est-il qu'en se rencontrant jeune, il y avait tout de suite cette histoire d'enfant qui s'est rapidement immiscée. Il y avait vraiment ce désir de fonder une famille. Mais j'ai l'impression de ce que tu racontais justement dans cet épisode d'Histoire d'argent que t'étais ultra déter. T'étais pas en mode nous, ok, on veut fonder une famille. Ah non. C'est un projet qu'on aura à la trentaine. Ah, je te dis direct. C'était la semaine prochaine, quoi. Alors là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de tableau Excel. Bon, c'était pas un tableau Excel, mais j'avais fait tout un tableau sur un carnet, tu sais, comme j'aime le papier maintenant, avec des feutres, je me rappelle très bien, de couleurs différentes selon les dates d'ovulation, etc. Et je peux te garantir que c'était un planning ultra sérieux. Et au bout de 6 mois, n'étant pas enceinte, je suis retournée chez le gynéco avec tout mon tableau, prise de température, machin, en disant « Je veux un bébé, j'arrive pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, il a halluciné, genre à 20 ans, d'avoir une patiente comme ça, en mode « Alors, on va se détendre. Vous avez que 20 ans, ça fait que 6 mois que vous essayez. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils essayent. Donc, calmez-vous, quoi. Retournez chez vous, niquez, ça va bien se passer. Enfin, voilà, c'est tout. » Et du coup, c'était vraiment... à ce moment-là, j'étais triste, en fait, tu vois, de me dire « Ça fonctionne pas. Pourquoi, moi, ça fonctionne pas ?» Il y a un petit côté un peu de mal à lâcher prise, un peu besoin de contrôler. En fait, pour moi, c'était facile. Enfin, tu vois, dans l'optique. Et si ça fonctionnait pas, c'est qu'il y avait un souci. J'avais peur d'avoir ce souci de stérilité ou j'en entendais parler. Du coup, forcément, ça me mettait la panique à me dire, au bout de 6 mois, c'est raté. Enfin, il y a un problème entre nous, tu vois. En fait, non, pas du tout. L'histoire... Voilà. L'histoire le prouvera. Un truc pas du tout. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça fonctionne ? C'était déjà combien de temps après ? Juste après avoir vu le gynéco, en gros. Oui. Tu vois, c'était vraiment en fait le temps d'arrêter la pilule ou quelque chose comme ça, en fait, où tu te dis, bon, il faut juste un temps pour que ton corps retrouve un rythme normal, naturel. Go, quoi. Tu te souviens du moment où tu te rends compte que t'es enceinte ? Ouais, à fond. À fond, je sors d'un enterrement. Ah oui. Super. Je sors d'un enterrement, mais justement, comme quoi la vie est belle, la vie continue. Je sors d'un enterrement, je tombe sur un laboratoire médical. Je me dis, go faire une prise de sang. Quoi ? Go faire une prise de sang. Je sais que j'ai du retard dans mes règles, qu'un test de grossesse sur lequel il faut pisser, c'est pas forcément fiable. Moi, je veux savoir. Je veux être au courant. Mais je veux dire, aucun symptôme ? T'as pas les seins qui... Non, puis tu vois, je le sais pas vraiment, en fait. Je sais pas ce que c'est, ces symptômes. Voilà. Il y avait pas Rappelons qu'il y avait pas Internet à l'époque. Il y avait pas les réseaux sociaux. Non. On va dire la parole. Voilà. On est en 2000. Internet débute. Exact. Et il y a pas du tout ce genre d'infos. Bref. Du coup, je fonce au labo. Mais c'est ouf, ça, de te dire, tiens, je vais faire une prise de sang. Oui. Oui, mais parce que je savais, je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait ne va pas juste prendre un test sur lequel faire pipi, ça ne suffira pas. J'en avais déjà pris des tests vu que ça fonctionnait pas. Oui. Et voilà, je savais que c'était nul. Enfin, comme c'était tout le temps non, pour moi, c'était pas fiable. Ça n'allait pas dans mon sens. Du coup, je vais et la dame est bien embêtée de me dire je suis navrée, en fait, vous êtes enceinte. Et moi, évidemment, je suis super refaite, mais pour elle voit une jeune femme rentrer et se dit, la pauvre, sa vie va changer, enfin, bon, bref. Et du coup, je ressors de Sabo complètement hyper heureuse, j'appelle mon mari,
dans le bus, il y avait quand même les téléphones portables. Je l'appelle, je lui dis « Tu sais quoi ?» Il me dit « Je suis dans le bus. » Je dis « Non, pas tu fais. Tu sais. Est-ce que tu sais quoi ?»« Je suis dans le bus, je te dis. » Non, bah, laisse tomber. Descends du bus, dis-moi. Et puis là, t'es coincé parce que t'as fait un enfant avec ce mec, quoi, tu vois, donc à tout jamais. Je sais que... Enfin, bref, donc il descend du bus, on n'est pas loin, donc on se court dessus dans la rue, bref, les retrouvailles, etc. Et voilà, ça fonctionne vraiment. Voilà, c'est le jour de cette annonce. Ok. Voilà, directement. Comment se passe cette grossesse, cette première grossesse? Alors, la première grossesse se passe pas parce que ça part. Je fais une fausse couche en très peu de temps et c'est triste parce que j'étais vraiment investie. J'avais appelé... de mon côté, tout le monde était heureux. Enfin, voilà, ma mère a eu plusieurs filles qui ont déjà été mamans, donc voilà. Et du côté de ma belle famille, c'est la douche froide. C'est des gens qui s'expriment peu et qui ont beaucoup de retenue. Donc, j'ai pas du tout un feu d'artifice quand j'appelle pour dire que je suis enceinte. Il y a un grand silence. Et je le prends pas très bien. Rappelons que vous êtes jeune aussi. Oui, j'ai 20 ans. Ton mec a 25. Ton âge. Il va avoir 25. Un peu plus jeune. 24. Un peu plus vieux. Et du coup, oui, on a un peu cueilli au bof, quoi. Tu vois. Pour eux, ça fait un moment qu'on est ensemble, mais ils nous connaissent pas trop ensemble. Enfin, pour nous, c'est comme si on s'était toujours mis ensemble. Enfin, donc cette première grossesse s'arrête très rapidement. Et je tombe très rapidement enceinte, mais sans le savoir. Et je chute sur le ventre en roller. Entre un truc de trottoir, je me fais renverser par une voiture, bref. Et là, les pompiers arrivent, m'emmènent à l'hosto. Mon mari n'est pas là à ce moment-là, il est en déplacement. Et du coup, les gars me disent « Bon, on va vous faire une radio. Est-ce que vous êtes enceinte? On vous met un tablier. » Je dis « Mettez toujours. On ne sait jamais. » Mais dans la logique, non. Parce que le gynéco m'avait dit « Voilà, après une fausse couche, il faut quand même attendre un certain temps, blablabla. » Rien du tout. Moi, j'ai pas de temps à perdre. On y va. Mais enfin, tu vois, sans savoir que ça va prendre vraiment, en fait. Et du coup, je suis enceinte, mais sans le savoir. Et donc, j'ai cette radio avec le tablier, heureusement, plombé pour rejeter les ondes, quoi. Et donc là, quand je suis enceinte, on prend le temps d'attendre 3 mois pour l'annoncer. Pour pas faire cette erreur, effectivement, de l'annoncer très vite et puis que ça tienne pas et que ce soit pas marrant, quoi. Ok. Comment se passe cette grossesse pour toi? Alors, ça se passe bien. Je me rends compte que je veux pas rester à Paris. C'est compliqué pour moi d'habiter à Paris et de me dire que je vais avoir un enfant à Paris. Ça me plaît pas du tout. Donc, on part en Savoie. Là, j'ai pas de permis de conduire. J'habite dans un village avec 35 habitants et 100 vaches. Il y a plus de vaches que d'habitants. C'est un peu raide en arrivant d'une grande ville, tu vois. J'ai pas trop l'habitude. Et je suis pas... On m'a toujours dit la grossesse, c'est pas une maladie. Donc moi, je veux aller faire des trucs, je continue à faire du roller dans des routes de montagne, c'est vraiment pas bonne idée. Enfin, voilà. Donc finalement, je me retrouve un peu coincée dans la peau de quelqu'un de sage que je suis pas forcément. Mais bon, ça se passe bien. Par contre, je suis tétanisée à l'idée d'accoucher. C'est vraiment une grande peur que j'ai. Qui va s'avérer véridique, cette peur, ou c'est un truc... Ça s'est pas bien passé, de ce fait-là, l'accouchement ou... En fait, je suis arrivée pour accoucher, j'ai entendu une femme hurler, mais des vrais hurlements. Le hurlement qui vient de l'intérieur de ton corps. Et là, j'ai fait demi-tour et j'ai dit, c'est sans moi. Il faut bien que cet enfant sorte à un moment donné. Je me dis, vous vous démerdez, mais moi, je fais pas ça. Ah non, non, ça va pas. Enfin, c'est hors de question, quoi. Ah là, il a fallu négocier. Donc, j'ai commencé à négocier une césarienne et on m'a dit, non, mais n'importe quoi. Vous allez vous calmer. Du coup, ils m'ont foutu dans une baignoire pour me détendre. J'ai vraiment eu une équipe très, très chou. Et en fait, ça a été très rapidement. Et j'ai eu une fin de péridurale qui m'a juste paralysé les jambes. Du coup, je sentais tout, mais juste, je pouvais pas repartir en marchant. C'était très con comme truc. Et heureusement que je l'ai eu parce que le placenta n'est pas parti. Du coup, il a fallu remonter le chercher. Et ça, sans péridurale, il faut qu'on t'endorme. Donc, c'était bien de l'avoir eu, en fait, cette péridurale pourrie qui marchait qu'à demi. Au moins, elle était là pour ça, quoi. Ok. Mais sinon, l'accouchement s'est bien passé. Et j'étais tout de suite vraiment dans mon rôle de mère, tu vois. Elles sont revenues quand j'ai enfin retrouvé mes jambes. J'avais déjà habillé ma fille, je l'avais changée. Et elles sont arrivées en disant « Attendez, mais on va vous apprendre. » Mais m'apprendre quoi? Ça va, tu vois.
je vais y arriver. Tout le monde l'a fait, ça, donc moi aussi. Donc j'étais hyper démerde, en fait. J'étais vraiment à l'aise avec ça. Vraiment, Ok. tranquille. Et donc vous décidez, comment se passe l'idée de se dire, ok, notre petite a 8, attends, non, même 3 pas, mois. qu'est-ce que je raconte, 3 mois? Ouais, non, 4 mois, je crois que c'est quand elle avait 4 mois. J'ai appris que j'étais enceinte de la deuxième le jour des tours jumelles, du 11 septembre. Ok. Donc, c'est un rappel. Tu peux pas oublier que tu te rappelles à ce moment-là, tu vois. J'ai fait ma première prise de sang à ce moment-là et je savais donc que j'étais enceinte à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous donne envie d'enchaîner comme ça? La seule chose que je voulais, moi, c'était retrouver mon poids normal. Je voulais pas devenir surpoids sur surpoids sur surpoids à la fin de mes grossesses. Donc, une fois que j'avais mon poids normal, c'était OK. Voilà. C'était tout. C'était ça C'était le seul deal. Et après, on voulait vraiment des enfants rapprochés. Mais Donc, on savait pas combien de temps ça allait prendre, tu vois. Entre le moment où tu essayes, on avait vu pour la première que ça pouvait prendre plusieurs mois. Donc, et à chaque fois, ça a remarché immédiatement. Donc, voilà, ça a raccourci. Plus sur naissance trop tôt, ça a raccourci. En gros, voilà. Ok. Oui, tu te souviens, toi, de comment ça se... Oui, donc le 11 septembre. En septembre, je sais que je suis enceinte et là, on décide de partir à l'autre bout du monde. De vraiment fonder notre famille sans personne autour. Parce qu'il y a quand même ce truc de quand tu es jeune, enfin, autant quand tu as 30 ans et que tu n'as pas d'enfant, tout le monde te fait chier. L'horloge biologique, machin, nan, nan. Autant à 20 ans, c'est, mais t'as toute ta vie pour être maman, qu'est-ce que tu te fais chier maintenant? Mais tu le veux vraiment, etc. Donc c'était tout aussi pénible, parce que nous, c'était un vrai choix. C'était décidé, c'était acté, on avait besoin de personne pour nous dire c'est bien ou c'est pas bien. Et forcément, les gens autour, ils adorent donner leur avis. Donc là, au moins, en partant à l'autre bout du monde, comme tu rappelais, sans Internet, enfin, avec moins d'Internet et tout, la solution était facile, de pas avoir les gens autour de nous pour tout le temps avoir leur avis à nous donner. C'était vraiment... Enfin, vous êtes parti où, en Nouvelle-Calédonie, ça? Oui, en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est vraiment à l'autre bout du monde. Ouais. Vous n'étiez pas obligé d'aller aussi loin pour... Bah si, au moins comme ça, personne vient. C'est vrai? Bah c'était un peu quand même dans le deal. Bon, après, parce qu'aussi, il y avait des gens qui nous en avaient parlé, mais c'est vrai qu'au moins là, ça mettait vraiment une grande distance et il y avait cette bulle de construction de famille qui pouvait être mise en place. Et ça vous fait pas peur de vous dire, justement, on va s'éloigner de la famille et de ce fait-là, on n'a plus d'aide et on est juste... On n'a jamais eu d'aide. Ok. Et on n'avait pas besoin d'aide. C'était vraiment... cette famille était construite avec nous, à travers nous, et on n'attendait pas des autres qui viennent, tu vois, des grands-parents qui viennent récupérer et tout. Non, par la suite, ils nous ont aidés pour les vacances, des choses comme ça, mais on a toujours fait en sorte d'être ultra présents pour nos enfants, et dès le début. C'était vraiment un vrai choix de construction de famille, tu vois. Ok. Ouais. Et pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Vous avez... C'était français, il n'y avait pas besoin de passeport, on pouvait rester longtemps, tu vois. Et on était dans un délire trop cool, on va vivre les cheveux dans le vent, on va intégrer une tribu, ça va être génial. Pas du tout. Je te détends tout de suite. Pour te faire un état des lieux, j'ai pris 4,5 kg pour ma seconde grossesse, tellement on était sur les nerfs. C'était horrible, les gens étaient vraiment pas cool. Donc ça a été une grossesse très tendue. Pourquoi ils étaient pas cool, les gens? Ils voulaient pas nous laisser travailler. Il y a beaucoup de syndicats en Nouvelle-Calédonie qui montent à la barre dès qu'il y a un Français qui est dans un poste. Les syndicats bloquent la boîte jusqu'à ce qu'un Kanak soit embauché à la place. Donc c'est très très compliqué. On a terminé chez l'assistante sociale qui nous a dit, les amis, on vous paye votre billet du retour, mais jamais, jamais on vous aidera. Là, on a un peu pris dans les dents. C'était violent. Violent, et pas cool. Et du coup, moi, on me courait après, les gynécos et tout, en mode, mais il faut vous détendre, hein, vous allez accoucher trop tôt, quoi. J'avais déjà, du coup, un bébé à m'occuper, plus une grossesse à gérer dans un pays hostile, quand même. C'était pas une grossesse détente, tu vois. Dans un pays, c'est quand même français, mais... Oui, mais je veux dire, à l'ambiance hostile envers nous, on va dire. Vraiment, Ok. C'était raide. Et là, du coup, on décide de rentrer en France. Mais donc vous êtes resté genre 4 mois? 6 mois. 6 mois. Et du coup, au moment de rentrer, on annonce à tout le monde qu'on rentre, hein, bien sûr. Et quelques jours avant, je retourne à l'agence en disant, bon, il y a quoi à côté de la Nouvelle-Calédonie qui est cool? La meuf me dit, la Polynésie. La Polynésie, c'est une carte postale. Enfin, tu vois, c'est pour les gens qui vont en lune de miel et tout. Elle me dit, non. Ok, on change. On va en Polynésie. Ou en Polynésie, on connaît rien.
On regarde une carte, on trouve une île qui a une jolie forme. Celle-là, on va sur cette île-là. Moorea. Ok, d'accord, on y va. Donc là, on réappelle tout le monde pour dire en fait, non, on rentre pas. Donc, nos familles, ils font le yo-yo émotionnel. Bref, donc on termine, on arrive sur notre île. Là, il y a une Tahitienne qui vient nous voir, qui dit « Ah, toi, tu viens pas pour le tourisme. T'as ta femme, ton bébé, en plus elle est surenceinte. Venez chez moi, je vous fais le même prix qu'au camping. » Nous, ça fait 6 mois qu'on nous tape dessus, tire l'arigot, donc non. Donc gentiment, on lui dit « Non, c'est gentil, mais non. Je vous laisse mon numéro, on sait jamais. » Une nuit de camping aidant, on rappelle le lendemain matin. Madame, c'est toujours possible de venir chez vous? Donc on a terminé 2 semaines chez cette dame, vraiment gentille, qui nous a aidé à nous installer sur l'île. Et puis mon mari a trouvé un travail. On a une vraiment toute petite cabane en bord de lagon. C'est vraiment magique, on est vraiment bien. Et premier jour où je suis vraiment à l'aise, je prends mon paréo, je m'installe sur la plage, je m'allonge, contraction. Je me dis, ah bah non. T'es enceinte de quoi, 5 mois? 7 mois et demi. Ok. Et contraction, grosse contraction. Donc là, j'ai pas de moyen de joindre mon mari, je lui laisse un message dans notre cabane. Je vais au dispensaire de l'île, on parle pas d'un hôpital, mais vraiment d'un dispensaire. Et je comprends pas vraiment. Oui, en fait, si, le travail a commencé. Ok, mais on pourra pas vous accueillir. Bah bon. Je dois aller où en fait? Sur l'île. Ah, je peux pas, Non, mais c'est en hélico en fait. C'est maintenant et c'est en hélico. Et c'est sans votre bébé. Le bébé de 1 an là. Et du coup, on fait quoi? Vous allez le laisser et vous partez tout de suite. Et on vous met des piqûres, faut ralentir au maximum les contractions. On doit faire mûrir les poumons de votre bébé. Là, c'est la grosse panique quand même. Là, c'est la grosse panique. Mon mari arrive en stress. On lui file sa fille d'un an dans les bras. Et il me voit partir sans aucun moyen de se contacter. Donc je pars seule, allongée dans mon hélico. Hyper blasée quand même de prendre l'hélico sans pouvoir en profiter, j'avoue. Sur le moment, je suis dégoûtée à me dire, putain, vraiment c'est con quand même. Bref, donc j'arrive à l'hôpital. Parce que tu dois survoler des vues paradisiaques et t'es juste allongée comme un con, j'imagine, voilà. Dans ton... Oui. Exact. Et puis avec une inquiétude quand même. Oui. Et tout en devant, je dirais, du coup, travailler sur moi tout de suite. Tu vois, t'as pas le choix. Donc là, j'ai 22 ans, pas encore. J'ai pas tout à fait 22 ans et donc j'arrive seule dans un hôpital où je connais personne. Ils ont pas mon dossier, j'ai pas encore eu de suivi en Polynésie et je vais accoucher. Comme ça. Et là, c'est la panique quand même. Donc j'appelle quand même ma mère en disant « Bon, tu t'inquiètes pas, si tu m'entends plus, c'est que j'ai une contraction. » Là, je me prends le « Ah c'est pas le moment quand même. » En fait, j'ai pas choisi, gars. Donc, soit je raccroche tout de suite, soit ça se passe bien. Donc, voilà, quand même pour se détendre. Et finalement, je réussis à passer la nuit. Ils me mettent des piqûres vraiment pour enlever l'eau des poumons du bébé, faire en sorte au maximum. Et le lendemain matin, mon mari prend le premier bateau en se disant, il a aucune idée de ce qu'il va trouver. Donc, il arrive dans le service au moment où je pars pour accoucher. Donc là, on laisse le bébé, notre première fille, aux sages-femmes, aux gens qui veulent bien s'en occuper, quoi. Juste le temps de m'accompagner pour aller accoucher. Et là, je comprends que j'aurai pas de péridurale. Pas du tout. Que c'est pas envisageable. Donc pareil, travail de mental direct en me disant, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc go, c'est parti. Et c'est un beau souvenir, en fait. Parce que j'ai compris vraiment comment gérer un accouchement avec la respiration, autre qu'en étant médicalisée. J'ai été pleinement responsable de ce qui était en train d'arriver, avec des gens qui m'ont aidée, bien évidemment, tu vois. Mais c'était une naissance vraiment rapide. Il fallait pas traîner. Il n'y avait pas le temps. De toute façon, le bébé n'était pas en forme. Donc voilà. J'ai juste eu le temps de voir ma fille et on l'a emmenée tout de suite, tu vois. On a fait, hop, c'est une fille, clac, terminé. Ok. Ça, c'est fait. Mais au moins, j'étais pas toute seule. Tu vois, on était quand même tous les deux, quoi. Tous les deux? Mon mari était là, du coup, oui. Il avait eu le temps d'arriver, donc wow. C'était quand même pas mal. Tu vois, j'avais quand même envie de ça, de pas être seule, quoi. Mais tu racontes ça comme si c'était... voilà, en passant. Bah ouais, en même temps. C'est que c'est ce qui s'est passé. Après... Non, je sais, mais ce que je veux dire...
Qu'est-ce que tu ressens émotionnellement À ce moment-là, je pense que je suis pas là. Ouais. Enfin, tu vois, je suis en warrior, en fait. Juste, je sais pas ce qui va se passer après. Je suis plus inquiète. Pour moi, je suis pas inquiète, tu vois, de mourir en accouchant. C'est même pas en tête. J'avais très peur. Enfin, la péridurale me semblait le Graal. On en entend beaucoup parler. Et du coup, j'avais plus peur de ça. Et quand j'ai compris que les femmes qui étaient à mes côtés n'avaient pas du tout le même rapport au corps qu'en France, et qu'elles m'ont vraiment aidée, et qu'elles ont été avec moi, qu'elles m'ont accompagnée, et qu'elles m'ont tenu la main, qu'elles m'ont parlé tout du long, qu'elles m'ont dit « chaque contraction, c'est une vague. Surf, vas-y, mets-toi dans la vague et tout. » Et là, t'es là « ah putain, les meufs, putain, vous savez faire, quoi. » Tu vois, j'ai vraiment été soutenue. Donc, émotionnellement, je pense que je suis vraiment dans ce on verra après. Mais là, tout de suite, on me demande de faire un truc. De toute façon, j'ai pas le choix, en fait. Quand tu dis que les meufs qui sont avec toi n'ont pas le même rapport au corps qu'en France, oui. Enfin, qu'en métropole, tu parles de quoi? En France, j'étais allongée, j'avais pas le droit de faire autre chose. Quand je disais que j'avais peur, on me traitait un peu, tu vois, comme une enfant capricieuse. Oh bah ça va aller. Mais vous avez déjà eu un bébé, vous? Non. Ah ok. Comment tu peux juger si ça va aller? T'as jamais expérimenté. C'est compliqué, tu vois, pour moi de comprendre ça. Et du coup, j'avais vraiment cette sensation de... c'est l'immobilité. Je suis danseuse, j'aime le mouvement. Dans ma vie, tout est mouvement. Et là, d'avoir des gens qui sont à côté de moi, qui m'ont permis quand même... J'ai été allongée au moment de l'expulsion. Mais tout du long avant, je me baladais dans les couloirs. Tu vois, il n'y a pas du tout le même rapport. Elles sont très... En même temps, c'est une population assez fataliste. On a vu après, donc on avait notre bébé en couveuse. Les autres Tahitiennes qui avaient leur bébé en couveuse ne posaient aucune question. Elles ne savaient pas si l'état de leur enfant était bon ou pas. Elles attendaient. Elles étaient dans l'attente. Tu vois, et je me rends compte que finalement, elles m'ont vraiment accompagnée sur le on sait faire. On est un corps de femme, on est fait pour. J'avais des hanches qui étaient bien larges pour laisser passer, etc. Donc t'inquiète pas, ça va bien se passer, juste laisse-toi porter. Alors qu'en France, on te dit pas ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vécu ça. Ça peut arriver, et tant mieux, heureusement. Peut-être que ça existe un peu plus aujourd'hui, j'imagine, oui. avec toutes les nouvelles façons d'accoucher, en fait. Mais ouais. J'imagine que tout début 2000, oui. c'était pas forcément... C'était pas trop ça. trop ça. Et donc, votre enfant est né prématuré? Voilà. Enfin, votre deuxième fille? Oui. Donc là, on la retrouve dans une boîte, enfin, tu vois, en néonatologie, avec un petit chapeau sur la tête. Là, c'est... Wow, elle ressemble pas vraiment à un bébé bien portant. Enfin, elle fait 2 kilos, elle va perdre du poids forcément dans les premiers jours, etc. Et je me retrouve surtout, enfin, ils ont une gestion vraiment différente. Je me retrouve dans la chambre d'une jeune femme, je crois qu'elle a 15-16 ans, qui abandonne son bébé, mais qui l'a quand même avec elle au début. Elle l'abandonne à l'adoption. Et moi, j'ai pas mon bébé. Et elle a un bébé qu'elle veut pas. Enfin, tu vois, pour moi, c'est illogique, en fait, de mettre avec cette jeune femme. Je suis hyper frustrée. En même temps, on m'explique que je peux tirer mon lait pour le mettre en sonde à ma fille, mais qu'il n'y a pas de tire-lait. Donc, il faut le faire à la main, manuellement. Donc, j'apprends à tirer mon lait manuellement chaque jour, à remplir des biberons et des biberons et des biberons, et à me rendre compte qu'en fait, ils ne le mettent pas. Et que si t'es pas derrière, voilà. Donc, du coup, on fait un sitting, clairement. Mais bah, on lâche pas, quoi. C'est hors de question. Enfin, je vous ai donné un biberon, je veux le voir, il est où? Tralala. Et elles n'ont pas l'habitude de ça. Tu vois, je te dis, il y a vraiment cette fatalité de c'est pas grave, s'ils le mettent pas, ils ont la raison. De la merde, je ne vais pas casser le cul à me tirer du lait pour qu'ils le mettent pas, quoi. Donc, allez. Ils connaissent pas Fred. Ouais. Ils connaissent pas Fredo. Allez expliquer, leur dire non. Je vous ai déposé des biberons dans les bons timings et tout, s'il vous plaît. Donc, on est là, hyper présent, en fait. Et on a la chance d'avoir quelqu'un de notre famille, l'oncle de mon mari est notaire, et un de ses collègues qui vit en Polynésie. Et il s'est mis en relation quelques jours avant mon accouchement. Et du coup, le mec déboule à la maternité en me disant « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Donc là, on lui dit en fait, on habite sur une île en face. On a un bébé en néonat. Mon mari doit bosser sinon on n'a pas d'argent. Moi, je suis coincée parce que faut que je fasse ce bébé-là, mais il y a l'autre bébé. Enfin, on est un peu dans la merde, en fait, ouais, clairement. Il y a moyen de nous aider, je sais pas comment. Il nous dit, si vous voulez, vous pouvez habiter chez moi. Ah, trop cool. Donc, il habite pas loin de la maternité, ce qui me permet, finalement, on reste tous les 4, enfin, tous les 3,
plus la 4e dans sa petite couveuse, on reste à Papeete pour aller tous les jours à l'hôpital. Donc on y est flanqué tous les jours. Notre plus grande apprend à marcher dans les couloirs de la néonate, quoi, pendant qu'on gère ce bébé qui petit à petit reprend goût à la vie et se met mieux, tu vois. Donc on est là à chaque fois pour faire le pot à pot. Donc la sortir de la couveuse, la mettre vraiment contre nous pour la réchauffer, etc. On est vraiment investi, on est à fond, quoi. Clairement, on est à fond. Et eux, ça les arrange parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place et qu'ils voient qu'on est bien. Et au bout d'un moment, ils nous disent écoutez, on ne veut pas vous faire de fausses joies, mais là, son état va mieux. Vous allez pouvoir la prendre quand ? Dans 2 heures. Ah, dans 2 heures, quoi. Cash. Mais genre, on n'a rien, nous. On n'a pas de pyjama, on n'a pas de vêtements. Ok, on arrive. On va faire des courses, on revient. Du coup, on va chercher les vêtements qui sont évidemment 5 fois trop grands, même des tout petits vêtements, tu vois. C'est vraiment une crevette. Et on repart sur notre île avec nos 2 bébés, cette fois-ci. On n'a rien. Elle dort dans une panière à linge avec nos pulls d'hiver en dessous. C'est son berceau, quoi. Et maintenant, elle fait 1m75, tu vois. Waouh! Je sais pas, j'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'il y a une forme de détente par rapport à tout ça dans ton récit, tu vois. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est où tu le prends tellement à cœur que c'est extrêmement douloureux, parce que c'était beaucoup d'inquiétude. En plus, nos familles étaient mortes d'inquiétude, hein, à l'autre bout du monde, en se disant et si le bébé meurt et tout, parce qu'il y a quand même eu un moment où ils nous ont dit vous attachez pas trop, on sait jamais, quoi. Je vous attachez pas, quoi. Enfin, vous voulez dire, dites-moi les mots. Prononcez. Quelle est la vraie phrase derrière cette phrase? Genre, elle peut mourir. Oui, non, enfin un peu, pas trop, oui. Ok. Et en gros, on te dit, on verra demain. Donc là, t'acceptes de dire, d'accord, on verra demain. De toute façon, on n'a pas le choix, encore une fois. On verra demain, c'est ok. Donc tu vois, on n'était pas prêt à ce qu'elle aille bien, on n'était pas prêt à ce qu'elle aille pas bien. On était juste prêt à, c'est maintenant c'est comme ça, on verra après. Te casse pas le cul, plus que ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils nous ont pas préparé 3 semaines avant pour nous dire, quand vous sortirez, non. Là, dans 2 heures. Ok. Et c'est comme ça tout le temps. Donc finalement, tu vois, ça nous a permis aussi, je dirais peut-être d'être moins inquiets. Parce qu'on nous mettait pas un gros truc sur les épaules, c'était tu verras. En gros. Si bien que vous décidez 1 an plus tard enfin même pas, donc en fait encore une fois quelques mois plus tard. Exact. De lancer la 3e. D'y retourner. En sachant qu'on ne sait jamais. On ne demande jamais le sexe. Oui. C'est à chaque fois une surprise. Ok. Voilà. Et du coup, on lance la 3e. Pareil, une fois que mon corps a repris forme humaine. Ça vous a pas refroidi cette histoire de prématuré et tout? Non. Tu vois, non. Okay. Non, parce que finalement, ça se passait bien. Oui. Enfin, tu vois, une fois que c'était lancé, voilà, elle allait bien, elle avait repris du poids, tout était bon dans son développement. Tu as quand même été en hélico, tu vois. Ouais, mais bon, enfin. Ok. Je me dis, il y a plein de femmes qui ont des accouchements vraiment ultra rudes. Voilà, ça en fait partie. Enfin, tu sais jamais ce qui va vraiment se passer. Donc oui, effectivement. Et surtout, à l'époque, il n'y a pas les podcasts de maternité qui racontent les histoires et tout. C'est juste ton histoire à toi, quoi. Exact. Et puis, moi, j'ai pas de copines à 20 ans qui sont mamans. Oui. Et je veux pas leur raconter en me disant un jour elles seront mamans et je veux pas les traumatiser. Tu veux pas les spoiler? Non. Tu verras. Il n'y a pas moyen, je te raconte pas. Le fameux sketch de Forest. C'est ça. Je ne raconte rien. Sinon, vous pourriez éventuellement savoir ce qui va vous arriver. Mais non. On ne fait pas ça. Donc, on enchaîne la 3e. Tu vas un peu à l'encontre de ce principe. Oui, complètement. J'ai envie de te dire. Oui, mais justement, peut-être pour décomplexer, tu vois. Et je me rappelle, à cette époque, il y avait un magazine qui s'appelait 9 mois, que j'adorais. Et en fait, je l'ai adoré jusqu'au jour où ils ont fait un article sur mère à 20, 30 et 40, qu'est-ce qui change? Et en fait, leur constat, c'était à 20 ans, on est hyper inconscient. Et ça m'a saoulée. Parce que moi, à 20 ans, j'étais tout sauf inconsciente. Alors, d'un sens, oui, peut-être. Parce que sinon, j'aurais jamais déménagé à l'autre bout du monde. J'aurais peut-être pas eu un enfant prématuré parce que c'était compliqué, etc. Mais tu vois, j'étais hyper consciente de ma responsabilité. Ouais. J'étais à fond avec mes enfants. Je dirais, c'est peut-être une forme de naïveté. Exact. D'innocence. D'innocence, voilà. C'est encore mieux. Vraiment ça, ouais. Genre, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est exactement ça. On se posait aucune question, tu vois. Et nos filles ont toujours
était pleinement dans tout ce qu'on faisait. Tu vois, on nous a jamais dit... Enfin, si, justement, on nous disait, tu verras, avec des enfants, c'est vachement plus compliqué. On a voyagé partout avec nos filles tout le temps, même à notre âge. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de... Non, c'était simple, en fait, c'était fluide. Il n'y avait pas de prise de tête. Ok. Donc, let's go pour la 3e. Let's go pour la 3e. Quelle idée. Donc voilà, et on ne sait pas, hein, fille ou garçon, on n'a pas de préférence. On veut juste que tout aille bien. Et là, pareil, on décide de rentrer en France. Et puis, en rentrant en France, on va directement à Chamonix. Tout se goupille en une journée. On trouve un emploi, un travail. Un emploi, un travail, c'est pareil. Bref, on trouve quelque chose et un appartement. On s'installe et rebelote. Une semaine après, je suis tranquille et en pleine nuit, je connais ça. Ça, c'est une contraction de merde. Là, c'est parti, quoi. Et ça fait une semaine qu'on est là, on ne connaît personne. Je ne sais même pas où je dois accoucher. J'ai pas eu le temps de me renseigner. Donc, pompier. Et donc, je descends seule cette fois-ci parce qu'on n'a personne pour garder nos 2 premières filles. Et c'est en pleine nuit. Et du coup, là, j'accouche seule. Vraiment seule. Et là, c'est moins drôle. 7 mois et demi 8 mois. 8 mois. 8 mois. Et là, je tombe sur une sage-femme, vraiment une bad bitch, en fait, qui m'aide pas du tout. Mais on vous a jamais vu. À la blague. Ouais, pas encore, en fait. J'allais prendre rendez-vous. C'est juste que j'ai pas eu le temps. Oui, vous comprendrez bien que là, il n'y a pas le temps pour la péridurale. Je comprends, mais va falloir m'aider quand même. Oui, enfin bon, c'est votre 3e. Réflexion de merde, tout va bien se passer. Donc au bout d'un moment, on se fâche et je demande à ce qu'elle sorte et qu'il y en ait une autre, parce que sinon je m'en vais. Voilà. Elle connaît pas Fredo. Non, mais en fait, de la merde, quoi. On est quand même dans un moment où c'est délicat pour une femme et il y a quand même pas moyen de se laisser parler mal à aucun moment de notre vie. Donc finalement, c'est sa collègue qui vient continuer avec moi. C'est d'autant plus cool que, encore une fois, j'ai l'impression que tout ce discours autour du personnel médical s'est un peu libéré ces dernières années, tu vois, de se dire, ok, en fait, c'est moi la patiente ou c'est moi le patient. À un moment donné, si un médecin ou un personnel soignant me parle mal, je peux aussi venir lui dire, alors là, hors limite, frère. Exactement. Mais tu l'as déjà, toi, en toi, juste parce que t'es toi. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas moyen. Enfin, tu vois, après, bon, j'ai pas vraiment de menace à proférer, si ce n'est, j'accouche plus. Hein. Mais c'est foiré comme menace, tu vois. Il va falloir serrer très fort. Voilà. Mais résultat, c'est sa collègue qui prend en charge parce qu'on comprend, et elle et moi, qu'on n'a aucun intérêt de travailler ensemble. Que ce sera pas du tout agréable. Et du coup, sa collègue vient, donc évidemment, sans péridurale et sans être aidée en étant seule, c'est pas drôle, vraiment. Donc elle me dit, on y est presque. Je dis, ouais, ça fait 1 heure que tu dis ça. Hein. Moi, j'y crois plus, j'en ai marre. J'arrête. Donc là, elle me dit, non, mais vraiment, c'est vrai. Je veux une preuve. Donc là, elle me dit, ok, quoi ? Je dis, une preuve. Donc elle me sort un miroir pour me montrer mon entrejambe. Là, je me rends compte que c'est vrai. Du coup, j'ai un regain d'énergie en me disant... J'ai pas forcément envie de voir ça, mais c'est ok. Ça fait chier aussi. T'as demandé. Oui, je voulais une preuve. Il y a un moment donné où voilà. tu veux une preuve, t'as pas preuve. J'ai eu ma preuve. Donc, notre 3e fille naît. Mon mari appelle à ce moment pour demander... En fait, j'ai aucune idée. Hein. On en est où ? Vous avez une dame, c'est mon épouse, elle arrive. Je sais pas. Wow. Quoi ? Du coup, oui, monsieur. Le gars avec ses 2 moments. Oui, c'est une petite fille. Donc lui, il éclate de rire en disant, évidemment. Pourquoi ce serait un garçon ? C'est une petite fille, je sais. Ce gars ne fait que des filles, de toute façon. Exactement. Le mec fait des meufs, quoi. Et du coup, il attend qu'il y ait quelqu'un qui vienne chez nous pour garder les enfants, pour ensuite venir me rejoindre. Et puis moi, j'ai ma fille contre moi et j'entends qu'elle respire pas bien. Mais la sage-femme a repris. Elle me dit, oui, les inquiétudes des parents. Je dis, ouais, t'es mignonne, chouchou. Tout à l'heure, je me faisais engueuler parce que c'était ma 3e et que du coup, j'étais censée savoir faire. Et maintenant, je dis que c'est ma 3e et que justement, je sais faire. Et là, on m'envoie chier parce que je suis trop inquiète. Donc, elle vérifie. Effectivement, elle a de l'eau plein les poumons. Donc, hop, rebelote, remettre dans une boîte, blablabla, enlever l'eau, la jaunisse, tous les flanflons, tu vois. Bon, tout ça en dehors de moi. Donc moi, je remonte dans ma chambre, je prends ma douche, je m'habille. Tu vois, je traîne pas en pyjama, robe de chambre. Pas possible. Donc j'arrive à la néonate et là, je me fais envoyer chier. On me dit, c'est réservé aux familles. Il manquerait plus que ça. Je suis maman. Vous êtes la maman du bébé. Ah, le bébé sans nom. Ah oui,
parce que le bébé sans nom attend son père. Du coup, il faut qu'on soit 2 pour lui donner un nom quand même. C'est Vous mieux. aviez pas, On n'avait vous pas aviez décidé avant. statué. Non. Du coup, je suis autorisée à rentrer. Une fois que je montrais patte blanche et que c'était bien moi la maman, elle me dit oui, mais on n'a pas l'habitude. En général, les dames, elles traînent un peu. Je dis oui, enfin, peut-être elles traînent, mais moi j'ai une vraie vie derrière. Hein. On y va. Donc, j'ai accès à ma fille et son papa arrive et donc on décide son prénom ensemble, blablabla. Et puis pareil, tu vois, dans l'hôpital, devoir rester longtemps, quand t'as déjà 2 bébés chez toi, on n'a pas le temps de rester longtemps. Il y a une famille à faire tourner, quoi. Du coup, on fait la pression pour sortir vite et ils nous octroient le droit de rentrer assez rapidement à la maison, quoi. Et donc, on a 3 bébés de 0, 1, 2, 3 petites filles, chouchou au demeurant, mais aussi 3 diablesses quand il faut, quoi. Ok, aujourd'hui, ces filles qui sont grandes. 19, 20, 21. Waouh. Voilà. Waouh. Comment ça se passe ta vie de maman depuis, entre-temps? Ça se passe bien. Alors, déjà, on voulait un 4e qu'on a annulé, entre guillemets. Le projet du 4e a été ajourné Annulez parce la que... commande. Annulez la livraison, s'il vous plaît. Parce qu'on... déjà, après 2 naissances prématurées, là, tu commences à te dire, ouais, non, c'est pas marrant. Et pour le coup, moi, je voulais plus de garçons. Autant ça m'avait jamais posé de question d'avoir un garçon, je m'en foutais. Dans les 3 premières, garçon-fille, c'était peu importe. Autant là, je me suis dit, si le 4e est un garçon, ça va pas me plaire, en fait. Je saurais pas faire, je serais pas à l'aise. J'ai 4 sœurs, 3 filles. Je suis dans vraiment un truc de meuf, quoi. Et là, je saurais pas. Et je suis pas intéressée. Enfin, je le vivrais pas forcément bien. Donc en sachant ça, c'était pas marrant, tu vois, d'avoir cette épée au-dessus de la tête à te dire... alors que tout le monde nous dit le contraire. Ah, il faudrait faire le 4e pour avoir un mec. Alors, non. Vous êtes fous, les gens. Qu'est-ce qui vous prend? Enfin, tu vois, c'est un Vous peu avez genre... pas remarqué qu'en fait, ça ne va être que des filles. De toute façon, c'est parti pour faire que ça. C'est ça. Arrêtez de vouloir faire 15 enfants. À la fin, c'est 15 filles sur 15. Quelle C'est idée. ça. Donc, tu vois, et ça, voilà, ça a été... Mais toi, de ton côté, t'as un peu ce truc de... J'ai l'impression de ne pas savoir faire si demain j'ai un Ouais. fiston, c'est ça? Ouais, Ok. j'étais un peu coincée. Les 3 premières, je m'en foutais. Enfin, vraiment, tu vois, j'aurais été à l'aise. Et là, le fait d'avoir eu 3 filles, je me suis dit, un mec, ouais, non. Ok. Un mec, ouais, non. Tu sais pourquoi aujourd'hui avec le Non, recul, non, ou... pas du tout. Non, puis, enfin, tu vois, j'ai des neveux, enfin, voilà. Mais ouais, j'étais un peu coincée à ce moment-là. Et puis, voilà, avec ces histoires de préma, j'ai vraiment... Bah oui. stop. Et puis, mon corps aussi, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, c'est bien. C'est bien, on va pas jouer avec le feu plus que ça. Ok. C'est bien. Et puis t'as 23 ans. Et j'ai 23 ans. Ah, puis tout le monde, du coup, pariait. 24, 4 enfants. 25, 5 enfants. Tu vois, 30 ans, 10 gamins, non, ça va. 23, 3, c'est bien. Voilà, Arrêtez on s'arrête là. Arrêtez les idioties. Ok, donc pas de 4e. Non, pas de 4e. Terminé. Ouais. Comment se passe cette vie avec ces 3 filles? Ça se passe bien. On décide d'être vraiment pleinement dans l'éducation de nos enfants. Donc, on travaille à tour de rôle. Parce que rester... En gros, on fait 6 mois chacun. Parce qu'au-delà de 6 mois, t'as juste envie d'exploser la maison, de brûler tout, de mettre tes enfants dans un four, de les faire rôtir. Enfin, Ne faites pas ça. Hein. Ce n'est pas un Surtout conseil pas. que Fred est en train de vous donner. non, mais c'est vrai que c'était quand même très hard. C'était des enfants tout petits, quoi. Donc t'as le coup de bourre à la fin de la journée, tout le monde pleure, tout le monde crie, et toi, t'en peux plus. T'as plus de temps pour toi. Donc, on a besoin à chaque fois d'avoir une vie professionnelle et sociale pendant 6 mois, et puis les 6 autres mois d'être vraiment au sein du foyer. Donc, on n'a pas de mode de garde. On se débrouille vraiment tous les deux en alternant, quoi. Et on s'en sort bien, ça se passe bien avec les filles, c'est cool. On continue de bouger autant qu'on a envie, etc. C'est simple. J'ai l'impression que c'est d'autant plus simple qu'en fait, vous êtes dans une forme toujours pareille d'insouciance un Oui. peu. On ne se pose pas de questions. Et on s'en fout des normes. Elles n'ont jamais eu une chambre rose. Non. Elles n'ont jamais eu un lit gravé à leur prénom. Non. Par contre, elles n'ont jamais manqué de rien. Mais c'était très simple, très fluide. On est fatigué, on dort. Elles ont faim, elles mangent. Voilà. Il n'y a pas de choses compliquées. Après, l'éducation s'est faite naturellement. Il y a eu un moment, on en rigolait tous les deux en disant, en fait, on n'éduque pas, on dresse, là. Quand il y en a une, c'est pas une, c'est l'autre qui prend le relais. T'es dans un non perpétuel. T'es tout le temps en train de redire les mêmes choses, de répéter. C'est des enfants.
C'est la base. Donc tout ça, on le découvre au fur et à mesure. Pas forcément en lisant non plus, et non plus en discutant avec nos potes qui n'ont toujours pas d'enfants, mais juste c'est fluide. Vous n'avez pas la sensation justement vis-à-vis de vos potes, des gens de votre âge en fait, d'être en total décalage par rapport à eux, et comment se goupillent de ce fait-là vos relations sociales? En fait, ils trouvent ça mignon. Tu vois, ils viennent nous mignon. voir Ok. avec nos enfants, mais parce qu'on continue d'avoir une vie normale. Tu vois, dans les soirées, on se pointait avec des lits parapluies, on fout dans un coin. À un moment, on est allé dans un mariage, notre fille aînée, on l'avait mis dans un tiroir. On n'avait pas de lit à ce moment-là, on avait trimballé un tiroir. Voilà. Enfin, tu vois, on s'en foutait en fait, réellement. Il n'y avait pas de. Ça se fait pas. Donc nos potes, ils prenaient comme on était. Et je pense qu'ils regardaient un peu du coin de l'œil en mode ils vont exploser en plein vol, c'est pas possible. Tu vois, ils n'ont pas autant d'enfants en si peu de temps, avec la charge de fatigue que ça sous-entend, les nuits, etc. À un moment, ça va partir en steak, tu vois. Et résultat, ils se sont tous séparés et pas nous. Et ben voilà, ça leur apprendra. C'est nous qu'on a gagné. Boum. Non, mais enfin, tu vois, c'est pas pour autant que c'était simple, mais il n'y avait pas de question, vraiment. Je te pose cette question parce que il y a un vrai truc, notamment chez les trentenaires, tu vois, de bascule où à partir du moment où dans une bande il y a un couple qui a des enfants, d'un coup d'un seul il y a plus de soirée, mais il y a des goûters par exemple Oui. le dimanche après-midi pour Oui. s'adapter aux enfants. Ouais. J'ai plutôt l'impression que vous êtes plutôt adapté à la vie et que vos enfants se sont adaptés un peu à vous, quoi. Exactement. Et je t'avouerai que sur le moment, on s'est dit, en fait, mais même en termes de couple, à un moment, on s'est dit, on était en couple avant. Dans la logique, on aimerait continuer d'être en couple après. Donc c'est nous d'abord. Et nos enfants vont graviter autour de ça parce que ce sont nos enfants, mais ils ne sont pas à nous. On a toujours été hyper conscients de ça. On veut pas qu'elles fassent leur vie avec nous et ainsi de suite. Et je pense que depuis toujours, il y a eu ce truc de ça se passera bien tant que chacun va être en gravitation. C'est tout ce qu'on va faire. Hein. Donc oui, on allait aussi dans les soirées avec, je te dis, nos lits, ou voilà, quelquefois on partait peut-être un peu plus tôt en mode, ouais, vous allez bien dormir, nous pas, tu vois. Ouais. On va juste être réveillés à 3h du mat, donc salut, à demain. On reviendra vous voir au petit déj s'il faut, mais Ouais. tu vois. Vous n'avez pas eu la sensation avec le recul d'avoir gâché entre guillemets votre jeunesse Grave pas. insouciante? Ah, tu grave vois pas. Non, parce que du coup, tu vois, cette insouciance, on a continué de l'avoir finalement. Mm. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Enfin, j'ai pas été maman à 30 ans, donc je pourrais pas parler de ça. Mais t'as des amis autour de toi, oui. j'imagine qu'ils l'ont été. Exactement. Et je vois que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a beaucoup plus de questions et aussi une certaine pression de ce qui se fait pas. Maintenant, il y a cette fameuse éducation positive, bienveillante. Je suis perdue quand je vois les parents s'adresser à leurs enfants sur mes stands de maquillage. Parfois, j'ai envie de rire et de dire, mais gars, tu te prends la tête. Arrête. Comme quoi, par exemple, t'as un Comme, exemple ouais, j'en ai des millions. Comme proposer à un enfant de 3 ans, alors tu préfères te faire maquiller à 15h35 ou 17h15 ? Il en a rien à brère, le gamin. Donc lui, il veut maintenant. Et tu peux pas lui dire maintenant, c'est complet avant. Et là, du coup, les parents, ils continuent. Alors, du coup, plutôt, je vais t'inscrire. Mais alors, dis-moi à quelle heure tu préfères. Et le gosse, il se roule par terre parce qu'il est frustré. Et tu vois, les parents, ils arrivent pas à passer outre, quoi. Et tu rigoles en disant, ouais, non, laissez tomber. Nous, on n'a jamais laissé le choix. Enfin, voilà. Écoute, c'est pas possible maintenant. Nos enfants n'ont pas fait de caprice. Ça a été réglé. Elles ont essayé, hein, une fois. Et puis, elles ont vu que ça marchait pas. Et ça a été terminé. Voilà. Zac. Posé, tu vois. On a enchaîné derrière et c'était très simple. Vraiment, il y avait ce côté de écoute, je te dis non. Enfin, tu vois, j'ai un de mes potes il y a 2 jours qui me disait mais est-ce que tu te rappelles avoir beaucoup crié ? Oui, forcément, j'ai dû péter des plombs à plein de moments. Je suis loin d'être une mère parfaite et exemplaire, mais je me rappelle surtout avoir une autorité un peu naturelle et ne pas avoir besoin de compter. Enfin, tu vois, le fameux écoute, je vais compter jusqu'à 3. Ah oui. Attention, fin. Moi, à ta place, j'irai pas jusqu'à 3, quoi. Juste. Et tu vois, la menace du 3, on n'a jamais eu besoin de la dépasser. Il y avait vraiment le 1, 2. À 2, c'était la cavalcade. Tout le monde faisait ce qu'on avait demandé et terminé. Donc, il y avait vraiment ce côté un peu simple. Je pense qu'on était une team, en fait. Une vraie équipe. Et elles, c'était une sacrée équipe aussi, là, les 3 fanfaronnes. Je peux te garantir qu'elles en ont fait des vertes et des pas mûres à 3. Mais autant, il y avait la team totale. Si on veut tous aller au même endroit, on va y mettre du sien, quoi.
Comment s'est passée cette adolescence avec, j'imagine, 3 ados? Ouais. Bien. En fait, j'ai toujours rigolé sur le principe de dire si j'étais forcée dans une faille spatio-temporelle de vivre 2 fois une zone de vie de mes enfants, je préférerais 1000 fois vivre 2 adolescences que 2 petites enfances. Parce que t'as quand même cette discussion qui est là, t'as des vrais êtres en construction devant toi, plus que quelqu'un qui te répète pipi caca boudin pendant 5 heures, tu vois. Là, tu peux vraiment avoir un échange. C'est pas forcément plaisant, c'est pas forcément agréable, parfois c'est chiant et douloureux et pas cool, mais on a pris plaisir à les voir évoluer, grandir, devenir des jeunes femmes. Qu'est-ce qui a été chiant, douloureux et pas cool dans l'adolescence de tes filles? Certes, quelquefois le fait déjà de leurs propos, parfois être blessé de quelque chose, mais finalement qui peut être vrai, ou tu vois que t'as pas vraiment pris en compte avant et tu te dis ah ouais non j'ai un peu merdé, c'est pas cool. Donc là c'est plus l'ego qui va prendre le relais, ou de les sentir pas bien. Tu vois, d'avoir une ado qui s'aime pas, en tant que maman, c'est difficile. Tu as envie de lui dire, chouchou, t'es belle, arrête de penser que t'es pas belle, que t'es bête, que on te mérite pas, ou tout ça. Mais je te dirais, je garde plus en tête, c'est pas le mot que j'accolerais vraiment à toute cette éducation et cette daronnerie. Je pense que le vrai mot que je garderais, c'est fluide et plaisir, ouais, quand même, vraiment. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 3 mômes aussi rapprochés, si tu veux, par rapport, je sais pas, à des amis que tu peux avoir, qui ont peut-être, et notamment toi en fait, t'as eu des grandes sœurs qui étaient beaucoup plus grandes que toi. Ouais. Là où j'imagine que t'as un pack face à toi, t'as limite une équipe de rugby, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Qu'est-ce que c'est fait à propos de quoi, tu veux dire? Moi, je sais pas, en tant que parent, en tant que mère, est-ce que ça t'a... c'est ce qu'on voulait, quand même, tu vois. On voulait vraiment des enfants rapprochés. Parce qu'on parfois, entre ce qu'on veut et la réalité, t'es ah merde. Ouais, mais on avait chacun des frères et sœurs éloignés, pas assez proches de nous en âge, et on s'était dit que ce serait vraiment cool d'avoir des enfants qui soient dans un mouchoir de poche. Et résultat, c'est vraiment cool. C'est vraiment... c'est sympa parce qu'elles ont, je dirais pas les mêmes centres d'intérêt, mais quand même, tu vois, t'as pas 5 ans d'écart. Quand t'as un enfant de 5 ans, un autre de 10 ans, t'as peu de choses en commun. Là, tu vois, elles ont fait, quand elles étaient toutes les 3 petites sections, moyenne section, grande section, t'es dans la même base. Quand t'es seconde, première, terminale, c'est pareil. T'as quand même quelque chose qui se met en place, des sujets de conversation qui reviennent, etc. Donc nous, c'est ce qui nous intéressait, ouais. Est-ce qu'il y a une dynamique entre tes filles, entre tes 3 filles, là? Je sais pas, je me demande un petit peu quelle est leur dynamique relationnelle, toutes les 3, et notamment par rapport à vous aussi, en grandissant, là, aujourd'hui, où elles deviennent des adultes, en fait. Ouais. Alors, entre elles 3, c'est comme 3 frangines, hein. Ça braille, ça se chamaille, ça rigole. Elles sont complices, mais tu vois, par exemple, elles vont pas se faire de câlins. Quand je me marre en leur disant, mais tu peux quand même faire un bisou à ta sœur, tu vois. Et du coup, elles se regardent de loin, elles se foutent de nous, hein. Elles disent, bisous, sœur. En face, tu dis, vraiment, foutez de ma gueule. Ok. Tu leur fais des câlins, toi? Ouais, moi, je les prends dans les bras. Tous les jours, il y a le bisou du soir. Ah, encore? Encore. J'ai lu des histoires super tard. Jusqu'aux 15 ans de ma fille aînée, c'était soirée, histoire, dans le canapé avant de se coucher, tu vois. Il y a vraiment ce côté, on est là, ouais. On est là, mais ça n'empêche pas, tu vois, d'avoir chacun son indépendance et sa façon de voir les choses. On pense pas forcément pareil, même si il y a quand même on va dire une trame, quoi. Ça parle beaucoup chez nous. Ça piaille. Voilà. Le petit copain actuel de ma fille aînée se marre à chaque fois en disant t'as votre pauvre papa, quoi. Parce que quelquefois, effectivement, il est à table et là, il y en a 4 autour et et lui, le temps qu'il comprenne un des sujets, on est déjà passé à autre chose. Ça va vite, ça va fort et quoi? Ouais, non, laisse tomber. Il n'y avait rien d'intéressant. On s'est comprises. Tes filles sont grandes maintenant. Elles sont en train de... On en parlait là juste avant d'enregistrer. Elles sont en train de quitter le nid familial. Oui. Comment ça se goupille? Comment ça se trame entre vous? Ça se trame bien. On est là, encore une fois, on est là en soutien. Tu vois, à chaque fois qu'il faut
aller aider pour trouver un appart ou prêter quelque chose pour un déménagement. Enfin voilà, on est vraiment là, on aide pour les cautions, on va se porter garant, on dépanne de l'argent s'il y a besoin pour l'installation. Enfin, on les laisse vraiment pas se démerder. Enfin, on les lâche pas. Par contre, c'est elles qui prennent en charge les choses. Tu vois, moi je suis là pour aider aux visites, mais c'est elles qui vont chercher. Voilà, il y a une vraie symbiose, un travail d'équipe. On est une bonne team, quoi. On est à leur côté, sans faire à leur place. On dit les choses, on guide, mais si elles font pas, tant pis pour leur gueule, en fait. Elles apprendront de leurs erreurs. Parce que tu vois, toujours répéter le feu ça brûle, bah c'était pas brûlé, tu continueras de faire le clown à côté, quoi. Donc là, pareil, je te prends un exemple. Pour ma dernière, elle n'a pas encore lâché son contrat à la CAF pour son ancien appart. Ça fait 5 mois que je lui dis, elle le fait pas. Je le dis plus. Je l'ai répété une dernière fois, elle m'a dit « Ouais, flemme. Meuf, quand ils vont te récupérer 5 mois de CAF, tu viendras pas pleurer, t'es au courant. » Ouais. Bon bah voilà, c'est tout ce qui m'intéresse, moi. Elle apprendra. Et si jamais ils viennent leur demander 5 mois de CAF, tu vas allonger la thune ou... Ah non, alors là, certainement pas. Elle va faire comment alors? Elle bosse. Ok. Elle bosse, elle a des sous de côté. Elle se débrouillera. Et elle en est consciente. Et je lui dis, au moins, puisque t'as la flemme, fais un compte secondaire où tu mets l'argent de la CAF parce qu'ils te le redemanderont. Ouais. Fait ou pas fait, c'est plus mon affaire. Mon boulot de mère, il est fait, tu vois. Et il est éduqué, il est placé. Maintenant, je ne veux pas faire à sa place. Les seules choses où j'ai été obligée de faire, là, j'ai pris rendez-vous pour leur dent de sagesse, ça m'a vraiment fait chier. Et en fait, je l'ai fait parce que c'est moi qui suis... qui vais devoir les transporter. Donc c'est selon mon emploi du temps que ça se joue. Et c'est ce que je leur ai dit, ça me saoule de le faire parce que vous n'êtes pas autonome. Quand c'est ton truc à toi et que tu veux traîner 1 an, tant pis pour toi. Là maintenant, il faut le faire tout de suite et je suis pas dispo tout le temps. Donc j'ai pris en charge, mais à mon corps défendant. Ça m'a saoulée. Et elles en ont entendu parler un certain temps. Et j'ai l'impression là maintenant que vous avez la possibilité d'avoir avec ton mari une nouvelle vie qui s'ouvre. Une vie post-enfant, quoi. Voilà. Très tôt. Ouais. Parce que t'as 42 ans et lui, donc j'imagine 44, 45. Il va avoir 46. 46. On a 4 ans d'écart. Oui. Oui, c'est quelque chose dont on était conscient dès le début. Tu vois, on savait qu'en étant parents jeunes, on serait libérés de notre charge parentale. Jeune, c'est la logique des choses. Mais je te dirais, c'est pas non plus on ferme pas une porte. Tu vois, c'est juste à la continuité logique. On a vachement évolué en tant que personne, en tant que couple, en tant que famille. Et maintenant, nos rapports évoluent aussi dans tous ces rapports-là. Nos rapports avec nos filles évoluent par la force des choses. Nos rapports à deux évoluent aussi et notre personnalité continue d'évoluer. Donc, pour le moment, il n'y a pas de choses précises. Elles ne sont pas encore tout à fait parties. Je pense que ça prend encore un certain temps avant qu'elles puissent totalement débarrasser le plancher. Mais c'est vrai qu'on les encourage beaucoup, en fait. Parce que c'est leur autonomie, parce que ce n'est pas parce qu'elles partent qu'il n'y aura plus de vie de famille, c'est juste que ce sera totalement différent. Tout en étant ultra conscient que les accidents de parcours sont quand même relativement fréquents. Nous, on est déjà revenus chez nos parents, justement, quand j'étais enceinte et tout. Donc, on sait tout ça. Tu vois, on l'a vu pendant le Covid, il y a plein de familles qui ont dû réaccueillir des grands-enfants et tout. C'est normal et on le fera volontiers. Mais pas à n'importe quelle condition, pas n'importe comment. Tu me disais juste avant qu'on enregistre que ta petite deuxième veut pas faire d'études? Oui, c'est ça? Tout à fait. Et que tu lui as dit, alors tu fais pas d'études si tu veux, mais en attendant, tu restes pas chez nous à squatter, exact. Quoi. Ouais, tout à fait. En fait, elle a eu le droit, notamment avec le Covid, à rester 2 ans, donc de 18 à 20 ans, complètement prise en charge, etc. Alors oui, elle a voyagé un petit peu, mais il n'y avait pas de projet derrière. Et encore maintenant, elle veut être jeune fille au pair aux États-Unis. On valide, tu vois, bien évidemment qu'elle le fasse, etc. Mais il y a un moment où se posera la question de tu peux pas tout le temps voyager en te posant tout le temps chez nous. On n'est pas un nid où les oiseaux vont et s'en vont. Donc il va falloir prendre la responsabilité. On est beaucoup là-dedans, ouais, dans être cohérent et être responsable de ce qu'on fait. Pour nous, mais aussi pour elle. Donc lui montrer qu'au bout d'un moment, oui, même si ça fait mal au cul, faut payer un loyer et laisser tes affaires dedans, quoi, quand t'es pas là. Ou alors trouver un garde-meuble, bref.
faire quelque chose de bien en dehors de chez nous aussi, quoi. Surtout pas. En fait, c'est quelque chose qu'on a toujours attendu. Pour vous, par exemple, en Enfin, tant que couple c'est assez curieux de dire ça, vous n'avez mais pas peur, par exemple, de vous c'est retrouver réel. tous les deux? Tu vois tes grands On yeux. était en couple avant. Et on est toujours bien ensemble. On se connaît, tu vois. On a tout traversé ensemble et c'est pas prêt de s'arrêter. Et du coup, forcément, il y a plein de gens qui nous ont dit, vous allez voir, quand elles vont partir, vous allez en chier. On a eu droit au syndrome du nid vide. Tu vois, ce fameux syndrome où tu déprimes parce que tes enfants sont plus là. Moi, en fait, je suis super heureuse pour elles de savoir qu'elles ont toutes les armes pour faire leur vie. Et du coup, en étant soulagée en tant que parent, derrière, on est vraiment cool ensemble. Et on a plein de choses à faire tous les deux. Enfin, tu vois, nos filles, parfois, elles apprennent en story où je suis. Hein. Attends, mais maman, tu fais quoi? Ah oui, écoute, je fais ça, mais est-ce que toi, tu me dis ce que t'as mangé ce midi? Non. Bon, voilà, moi, c'est pareil, tu vois. J'ai une vraie vie de femme et mon mari, pareil. Et du coup, elle se marre en nous disant « Mais vous, on ne saura jamais où vous serez. Hein. Et vous allez être des courants d'air. » Donc, je pense, tu vois, qu'elles en sont conscientes qu'il y a une vraie vie en dehors d'elles. Et du coup, on ne leur fait pas porter le chapeau de rester encore un peu parce que ça va être compliqué quand vous serez plus là. Tu vois, elles savent qu'on est bien, avec tout le pas bien des couples aussi. Je dis pas que tout est rose, mais juste, elles n'ont pas cette pression de si on part... dur pour les parents, tu vois. Pas du tout. Je sais pas si c'est cool. Nous, c'est notre façon de faire et c'est comme ça qu'on voit les choses. Après... C'est cool, ça. Hein. Enfin, faudrait leur demander. Tu vois. Justement, elles sont là. Bon, bref. Merci beaucoup, Frédéric. Avec plaisir. Merci à toi. Et justement, merci, elles sont là. Jean-Pierre Foucault. Tin. Bon, bref. Merci beaucoup, Frédéric. C'était passionnant. Un grand merci à toi. Salut.